Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire douloureuse qui va nous ramener 80 ans en arrière, aux heures les plus sombres de la France. On va parler du vin sous l'occupation. Cette période, particulièrement complexe et heurtée de notre histoire, continue de faire l'objet de nombreuses recherches, et des fonds d'archives remontent encore à la surface de nos jours, modifiant ou éclairant certains aspects de ces années de guerre en France. Pour écrire ce récit, je me suis notamment appuyé sur les remarquables travaux d'investigation des journalistes américains Don et Petty Kladstrup, publiés en français en 2002 aux éditions Perrin sous le titre « La guerre et le vin », et aussi sur les recherches plus récentes menées par Christophe Lucan, professeur d'histoire à Sciences Po Paris et chercheur associé à la chaire Culture et tradition du vin de l'UNESCO, qui a publié en 2023 Le vin des nazis chez Grasset. Dans ce récit, vous entendrez des noms familiers de châteaux, de domaines, de négociants ou de personnages bien connus du monde du vin. Je le dis d'emblée, le but de cet épisode n'est pas de pointer du doigt un tel ou un tel, ou de rejuger 80 ans plus tard les événements d'une période extrêmement troublée de notre histoire, mais de comprendre comment la France du vin a été contrainte de composer avec une situation extraordinaire, au sens littéral du terme, qui a bouleversé toutes les relations et tous les équilibres. Certains ont été arrêtés, emprisonnés ou tués, d'autres ont ouvertement collaboré et se sont enrichis, et la plupart ont juste cherché à maintenir à flot leurs activités ou tout simplement à survivre. La Seconde Guerre mondiale et la période de l'occupation sont un véritable concentré d'histoire, extrêmement dense en événements. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous raconter cette histoire en 2 épisodes. Malgré cela, je ne pourrai aborder ici que quelques-uns des aspects les plus marquants pour le monde du vin en France. Mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous plonger dans les 2 ouvrages cités plus haut, qui explorent ce sujet bien plus profondément que je ne pourrais le faire dans les 30 minutes qui viennent. Voici donc la première partie de l'histoire du vin sous l'occupation. Fin août 1939. Après un printemps et un début d'été prometteurs, qui auguraient d'une bonne vendange à travers tout le pays, les températures ont brusquement chuté et il pleut maintenant depuis 6 semaines, au moment où tombe une nouvelle qui va bouleverser le monde entier. Le 1er septembre 1939, on apprend qu'au mépris de tous les engagements diplomatiques pris par Hitler, le chancelier allemand a lancé ses troupes à l'assaut de la Pologne. Après l'humiliation de Munich et le silence assourdissant lors de l'annexion des Sudètes, l'heure n'est plus à la diplomatie pour les Alliés, et Français et Anglais se rendent à l'évidence qu'il va falloir combattre l'Allemagne. Le 3 septembre, les 2 pays déclarent la guerre au Troisième Reich. La mobilisation générale est déclarée et les hommes sont appelés sous les drapeaux alors même que s'annoncent les vendanges. Dans la France viticole de l'époque, l'heure est à l'inquiétude, car si l'on croit encore que la ligne Maginot va protéger le pays d'une invasion allemande, on se rappelle aussi du premier conflit mondial, et la Champagne notamment, qui avait été le théâtre de nombreux combats, a encore en mémoire les vendanges 1915 sous les obus. Aussi, dans la Marne ou en Alsace, on se dépêche de vendanger des raisins pas encore mûrs, titrant à peine 9 degrés d'alcool, avant que la guerre n'arrive dans les vignes. Mais les mois suivants, rien ne se passe. Et cette période d'incertitude, qu'on appellera la drôle de guerre, donne aux vignerons le temps de se préparer et de mettre à l'abri les bouteilles les plus précieuses. En Bourgogne, Maurice Drouin fait murer une alcôve où il conserve toutes ses bouteilles de Romanée-Conti de 1929 à 1938. Et le domaine de la Romanée-Conti lui-même fait empiler des stères de bois dans sa cave dans l'espoir de dissimuler une partie de ses réserves. Des scènes similaires se déroulent dans d'autres vignobles, comme chez Laurent Perrier en Champagne, ou à Vouvray, où le prince Poniatowski enterre ses bouteilles dans son jardin. Mais en mai 1940, les événements s'accélèrent, et les blindés allemands, lancés à travers les Ardennes, transpercent les lignes françaises pour descendre sur Paris, avant de remonter vers le nord pour encercler tout ce qui reste de l'armée française. Le 24 mai 1940, les Allemands sont à Calais,
et font prisonnier l'unité du vigneron tourangeau Gaston Huette. Envoyé dans un camp de détention en Silésie, il y restera enfermé pendant 5 ans, jusqu'à la fin de la guerre. Devant l'avancée allemande, le gouvernement s'enfuit à Bordeaux et la Wehrmacht entre dans Paris le 14 juin. Le 16 juin, le président du Conseil Paul Reynaud démissionne et le 17, le maréchal Philippe Pétain, appelé pour le remplacer, annonce son intention de demander la fin des hostilités. Le 18 juin, le général de Gaulle réfugié à Londres lance son célèbre appel et le 22, l'armistice est signé à Compiègne. La France est vaincue. Dans les semaines qui suivent, les Allemands prennent possession de leur nouvelle conquête. L'Alsace et la Lorraine sont rattachés au Troisième Reich et les jeunes Français tels que les vignerons Johnny et Georges Hugel sont enrôlés de force dans l'armée allemande. Dans les autres vignobles, une sorte de frénésie s'empare des troupes allemandes qui viennent acheter ou se servir autant qu'elles peuvent dans les châteaux et les caves françaises. Il faut dire que la guerre intervient à la fin d'une décennie très compliquée pour l'économie européenne qui a énormément souffert des conséquences de la crise de 1929, conduisant les États à adopter des mesures protectionnistes à l'origine d'un marasque économique qui touche tous les secteurs, y compris la filière viticole. Les caves sont pleines, les vins ont du mal à se vendre, et les prix se sont effondrés malgré des millésimes de qualité en 1937 et 1938. En Allemagne, si le redressement économique du pays en moins d'une décennie apparaît comme spectaculaire à toute l'Europe, il s'est aussi fait au prix de nombreuses privations. Et après des années de rationnement, les soldats allemands se lâchent. Certains officiers, cependant, sont plus respectueux que les autres, comme le raconte Méhéliane Miaille de Langsin, qui dirigera pendant des années le château Pichon-Longueville, comtesse de la Lande. Sa famille, les Miaille, voit un jour arriver un détachement de l'armée allemande qui les somme de quitter sur le champ Pichon, réquisitionné par la Wehrmacht. Craignant une telle mesure, la famille avait pris soin d'enlever les tableaux les plus précieux et de déplacer une grande armoire pour dissimuler la porte de la cave du château où étaient conservés les précieux flacons de Grand Cru. À peine 2 heures après avoir déménagé au château Siran à Margaux, les membres de la famille voient arriver le même officier allemand, furieux, qui leur ordonne de les suivre. Les Miaille, qui abritent au même moment une famille de réfugiés juifs, suivent l'officier allemand, la mort dans l'âme. Mais on les fait monter dans un véhicule militaire qui quitte Siran pour se diriger vers Pichon, et arrivé au château, l'officier montre l'armoire déplacée et la porte de la cave grande ouverte, puis lance « Madame, pour qui nous prenez-vous? Vous pensiez que nous allions voler votre vin? Vous nous connaissiez mal. Nous ne toucherons pas à une seule de vos bouteilles. » Les Miaille sont libres de repartir, et le château Pichon-Comtesse sera à peu près épargné des déprédations pendant la guerre. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour la plupart des châteaux et domaines. À Paris, les Allemands s'installent dans la capitale et se partagent les palaces réquisitionnés pour l'occasion. L'état-major de la Wehrmacht s'installe au Georges V, la Kriegsmarine au Plaza Athénée, les renseignements militaires de l'Abwehr au Lutetia ou les SS à l'hôtel du Louvre. Dans les premières semaines, les Allemands envahissent cafés, restaurants et hôtels à travers tout Paris pour fêter leur victoire. Les officiers vont au Dôme ou à la Coupole, quand les soldats vont dans les estaminets de Belleville, de Ménilmontant ou de Montmartre. Et sur une photo d'époque de 1940 un peu jaunie, on peut voir des soldats hilars attablés à la Mère Catherine, place du Tertre. Le 28 juin 1940, Hermann Göring, qui s'est installé au Ritz avec l'état-major de la Luftwaffe, l'aviation allemande, arrive chez Maxim's pour le premier d'une très longue série de dîners pantagruéliques que l'ogre allemand fera pendant toute la guerre. Amateur de cognac, de Bordeaux, de Champagne, de Châteauneuf-du-Pape ou de Chartreuse, quand il ne passe pas ses soirées à se travestir dans des toilettes en soie dans sa suite du Ritz, Göring impose immédiatement sa volonté à la France, qu'il a bien l'intention de piller de ses trésors. À peine arrivé à Paris, il avait d'ailleurs été tout droit à la Tour d'Argent pour se servir dans les caves, notamment de grands vins du millésime 1867 qu'il convoitait ardemment. Le sommelier André Terrail ayant réussi à les dissimuler avant son arrivée, Göring, furieux et frustré,
enverra un commando récupérer 80 000 bouteilles de la cave du restaurant qu'il paiera avec de l'argent directement prélevé dans les coffres de la Banque de France. Il fait bientôt remplir les caves de toutes ses nombreuses propriétés, et notamment celle de son chalet à Berchtesgaden, voisin de celui d'Hitler. Je vous avais d'ailleurs parlé du destin de cette collection et de celle du Führer dans l'épisode Trésor de guerre de la saison 1. Dans son grand pavillon de chasse de Romington, en Prusse orientale, aujourd'hui l'enclave russe de Kaliningrad, Göring fait installer une immense cave de plus de 300 000 bouteilles. Et 2 sommeliers issus des rangs de la Wehrmacht sont détachés à plein temps sur son yacht personnel. Celui qui vient d'être fait Reichsmarschall par le Führer, devenant par là même l'officier le plus haut gradé de toutes les forces allemandes, peut tout se permettre. Et il se permet tout. Dans les premières semaines d'occupation, on l'a dit, c'est une frénésie d'achat et d'acquisition dans tous les domaines et auprès de tous les négociants et marchands de vin. Il n'y a pas encore vraiment de violence à ce moment-là, et la plupart des vins sont payés comptant par les Allemands en francs ou en Reichsmark. Les stocks invendus qui s'étaient accumulés au cours des années précédentes fondent comme neige au soleil, et beaucoup partent pour l'Allemagne. Pour certains, c'est une aubaine. À Pommard, la maison dirigée par Marius Clerget et qui était au bord de la faillite, va faire, en quelques semaines, un chiffre d'affaires équivalent à celui de toute l'année 1939. L'un des premiers avec Göring à organiser l'accaparation des vins, c'est l'ambassadeur d'Allemagne en France, Otto Abetz. Cet ancien professeur de dessin du lycée de Karlsruhe, reconverti en diplomate, membre de la SS depuis 1935 et protégé du ministre des Affaires étrangères, le tout-puissant Joachim von Ribbentrop, avait déjà séjourné en France dans les années 30. Missionné par le Reich pour promouvoir la réconciliation franco-allemande, Abetz s'était fait connaître du tout Paris à l'occasion des dîners qu'il organisait au Claridge ou dans sa résidence. Comme Talleyrand un siècle plus tôt, Abetz avait bien compris les bénéfices diplomatiques qu'il pouvait tirer d'une bonne table et d'une bonne cave. Et une partie du budget octroyé par Hitler servait notamment à acquérir les meilleurs vins. Les dîners chez Otto étaient courus de toute la nomenclature parisienne, et l'on pouvait y croiser Paul Morand ou Jules Romain. Après avoir été chassé de France à l'aube de la guerre, Abetz revient en août 1940 et s'installe au 78 rue de Lille où il reprend ses anciennes habitudes et se remet à recevoir. Pour s'assurer d'un approvisionnement constant, Otto Abetz met en place une unité équipée de cartes et d'uniformes de la Gestapo pour faire main basse sur tous les vins, alcools et produits de luxe qu'elle peut trouver. Mais les autorités nazies, qui ont bien compris l'importance stratégique du vin et la nécessité de contrôler la filière, décident d'envoyer des représentants dans les principales régions viticoles du pays pour mettre la France viticole en coupe réglée et lancer, fin 1940, une première grande campagne d'approvisionnement. Ces représentants, ce sont les Weinführer. Pour contrôler et organiser le commerce et les approvisionnements en vin du Reich, les autorités allemandes ont besoin de spécialistes qui connaissent bien le marché et ses acteurs, et c'est donc, tout naturellement, qu'ils se tournent vers des négociants établis en Allemagne et bien connus des professionnels français, dont ils distribuent souvent les vins depuis plusieurs années. Pour Bordeaux, ce sera Heinz Bömers, ancien propriétaire du château Smith-Lafitte confisqué en 1914 et patron de Reitmeister et Ulrichs, le premier négociant de vin français en Allemagne basé à Brême. Bömers est nommé en juin 1940 et s'installe en Gironde, d'où il sera également chargé, en plus du vignoble bordelais, des vins du Midi et d'Algérie. Bömers sait qu'il va pouvoir s'appuyer sur les marchands locaux, tels que Louis Huc, Maurice Grand à Pézenas, et surtout Roger Descas, un négociant bordelais, président du syndicat national des négociants en vin, déjà connu pour arranger ses vins avant la guerre via des coupages et des assemblages illégaux. Avide de décorations et de représentations, bref de reconnaissance, Descas va se mettre entièrement au service de Bömers. Et aux quelques négociants et courtiers qui renâclent à vendre du vin à l'occupant comme Daniel Lauton, le Weinführer répond « Si vous refusez de vendre votre vin à nos conditions, demain, des sentinelles armées monteront la garde devant toutes les caves de Bordeaux. »
Pour aussi engagées qu'elles soient, ces réactions sont rares et surtout, elles ne vont pas pouvoir durer dans le temps. La Belgique est en ruine et les Allemands bloquent désormais tout commerce avec les États-Unis et l'Angleterre. Donc, il n'y a plus de débouchés à l'exportation en dehors de l'Allemagne et le marché domestique est désormais contrôlé par le Reich. Pour ceux qui veulent survivre, il n'y a pas d'autre solution que de composer avec les Allemands. De plus, les Allemands paient avec des marques imprimées en France et, avec la dévaluation du franc qui ne vaut plus que 5 centimes d'un Reichsmark, ce sont en fait les seuls acheteurs réellement solvables. Hitler avait d'ailleurs déclaré au début de la guerre « J'achèterai la moitié de la France et elle me vendra la seconde moitié ». En Champagne, c'est Otto Klebisch qui est nommé. Né à Cognac, où ses parents possédaient une distillerie, il est devenu directeur de la fabrique de vin mousseux Matthäus Müller près de Mayence et travaille également comme agent pour les champagnes Lançon, les cognacs Martel et la liqueur du Bonnet. Klebisch est aussi le beau-frère de Joachim von Ribbentrop. Ribbentrop est lui-même grand amateur des vins de Champagne, dont il a été représentant dans les années 20, et il a épousé Anna Elisabeth Henkel, héritière du premier producteur allemand de vin mousseux, avant de rentrer au parti nazi et de devenir Standartenführer dans la SS. En Bourgogne, c'est Friedrich Dörrer qui arrive à Beaune en 1940, avant d'être remplacé un an plus tard par Adolf Segnitz, un autre marchand allemand bien connu du négoce bourguignon et distributeur attitré du domaine de la Romanée-Conti avant la guerre. Mais les Allemands ne cherchent pas que les grands crus pour les caves des caciques du régime. Ils ont d'abord besoin de vins courants pour la troupe, ainsi que de vins arrangés ou vinés qui vont pouvoir servir de base à la production d'ersatz ou de distillats pour fabriquer du schnapps ou de l'alcool industriel dont le Reich a besoin. Ainsi, on observe des convois partir de Bordeaux, de Beaune ou de Reims pour l'Allemagne. Des vins d'Algérie sont débarqués au port de Sète et acheminés par des camions accompagnés par des unités mobiles de la Wehrmacht, et la grande machine d'approvisionnement et de logistique allemande se met en place. Cette première campagne porte sur plus de 4 millions d'hectolitres, surtout des vins ordinaires. Comme le dit l'historien Christophe Lecan, les Allemands ont bien l'intention de faire de la France la vache à lait, le parc à viande et la cave du Reich. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas signé de traité après l'armistice de Compiègne. Ne voulant pas reproduire l'erreur de 1871, où ils avaient imposé à la France un tribut finalement payé en quelques années, ils choisissent de décider des réparations de guerre a posteriori à travers une commission siégeant à Wiesbaden qui va organiser un véritable pillage à l'échelle nationale, de l'ordre de 400 millions de francs par jour, 150 milliards de francs par an, soit plus que le budget de l'État français en 1939. Une nouvelle campagne d'achat de 12 millions de bouteilles est lancée au printemps 1941, et les besoins sont si importants, notamment en Champagne, que le Weinführer Otto Klebisch fait libérer 1000 prisonniers de guerre pour faciliter la production. En réalité, ce ne sont pas 12, mais près de 60 millions de bouteilles qui prendront la direction de l'Allemagne au cours de cette seconde campagne. Et les quantités ponctionnées deviennent tellement importantes que la France commence à être confrontée à une véritable pénurie. Pendant toute la guerre, les Français doivent faire face à une pénurie de main-d'œuvre. D'abord parce que les hommes sont envoyés au front, ensuite parce qu'ils sont faits prisonniers de guerre comme Gaston Huette, et enfin parce que de nombreux autres, comme le célèbre vigneron bourguignon Henri Jaillet, seront envoyés travailler en Allemagne à partir de 1943 dans le cadre du service du travail obligatoire, le tristement célèbre STO. Par ailleurs, les Allemands réquisitionnent le cuivre utilisé pour lutter contre le mildiou, le verre des bouteilles, le fil de fer utilisé en palissage, les chevaux, etc. Vendangé pas mûr, le millésime 1940 en Bourgogne est une catastrophe. Et le marquis d'Angerville à Volnay racontera que le millésime était tellement mauvais qu'on ne prit même pas la peine de le mettre en bouteille. Le vin fut épandu dans les prés. De 46,2 hectolitres par hectare en moyenne en 1939, les rendements tombent à 24,4 hectolitres par hectare en 1942. Pour faire face aux exigences allemandes et tenter d'assurer l'approvisionnement nécessaire, les Champenois s'organisent
et fonde le Comité interprofessionnel du vin de Champagne en 1941, sous l'impulsion de Robert-Jean de Vogüé, patron de la maison Moët et Chandon. Toutes les semaines, des réunions sont organisées avec les autorités allemandes, à commencer par le Weinführer Otto Klebisch et le transporteur allemand Schenker, qui doit assurer la logistique. La plupart des grandes maisons s'y plient, dont Taittinger, Bollinger, Paul Roger, Pommery, Heidsieck, Roederer, Clicquot, etc. Mais la maison Moët et Chandon, elle, est placée sous la tutelle directe de Klebisch. Un autre producteur fait l'objet d'un cas particulier, Mumm. La maison, qui appartenait à l'allemand Hermann Mumm, avait été placée sous séquestre par les autorités françaises le 27 septembre 1914 et administrée pendant la Première Guerre mondiale par un groupe de négociants. Au sortir du conflit, elle fut intégrée à la Société vinicole de Champagne qui rassemblait de nombreux investisseurs, dont André Schwab, un entrepreneur juif venu de l'industrie textile, qui en devint le président. En 1940, le fils de l'ancien propriétaire spolié Gottfried Mumm profite des procédures d'arianisation pour récupérer la société. Mais la Champagne, à l'instar des autres régions, est de plus en plus gangrénée par des réseaux de captation, comme celui mis en place par Lucien Douvier, dit Monsieur Lucien, ou celui d'Éric Bieber, courtier et trafiquant notoire, ancien joueur de foot et familier de la Champagne pour avoir entraîné le Stade de Reims en 1938. Devenu agent de la Gestapo, il est désormais intouchable et met en place avec la Kriegskommandantur un juteux trafic qu'il célèbre tous les samedis soirs avec des filles et du champagne. Ces trafics, et le marché noir qui se généralise, combinés à la soif inextinguible de l'occupant et à ses réquisitions, mettent la filière sous une pression de plus en plus difficile à supporter. Par exemple, l'exigence faite à tous les producteurs faisant plus de 500 000 bouteilles par an d'envoyer 50% de leur vin à la distillation pour la production d'alcool industriel. La France manque de vin et la colère monte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, le vin n'est pas une boisson comme les autres. C'est un élément central de l'alimentation. L'eau du robinet n'est pas toujours fiable, les sodas et autres boissons sont encore rares, et les Français consomment en moyenne une centaine de litres de vin par personne et par an. Or, la pénurie et la priorité donnée à l'Allemagne avec le zèle du régime de Vichy font disparaître des étalages les bouteilles de vin qui ne sont plus disponibles pour la population qu'avec des tickets de rationnement. Et le ressentiment grandit de plus en plus contre l'occupant, les privations et ceux qui en profitent pour développer leurs affaires. Voilà, c'est la fin de cette première partie de l'histoire du vin sous l'occupation. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le second épisode qui nous emmènera des caves bourguignonnes et des salles des cafés parisiens au sinistre geôle de la Gestapo. Un épisode où l'on rencontrera quelques-uns des pires criminels de l'occupation, mais aussi certains de ses héros, avant d'aborder la fin de la guerre et le sort des différents acteurs de cette histoire. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, merci de le liker ou de me laisser vos commentaires ou vos questions. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette histoire.